Je pense que vous le savez toutes et tous, on va pas pouvoir continuer à vivre nos modes de vie actuels. Je pense que la conscience écologique nous a à peu près tous, plus ou moins toutes et tous touchés. Simplement, ce qu'on ne sait pas, si on sait à peu près là où on va, ce qu'on ne sait pas, c'est par quel véhicule on va y aller. C'est-à-dire, comment on fait pour arriver dans cette nouvelle mode de vie et qu'est-ce que c'est que ce mode de vie. Et peut-être vous vous demandez, est-ce qu'on doit être en rupture absolument? Et je reçois aujourd'hui Alexandre Cadin, qui est le cofondateur d'un studio d'innovation de rupture qui s'appelle Anima, qui travaille entre autres avec l'Agence spatiale, qui travaille avec le groupe La Poste, qui a aussi créé IA, donc Intelligence Artificielle for Goods à l'ONU. Et ensemble, on va réfléchir à comment on entraîne une société, entreprise, mais aussi une société, la France par exemple, ou voire l'humanité, dans une rupture. Qu'est-ce que ça veut dire cette rupture? Bref, qu'est-ce que tous ces concepts impliquent et vers quoi on va se diriger en tant qu'humanité, quelque part. Donc c'est des questions un peu larges, mais qu'on traite avec du sourire. Donc je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Alexandre. Bonjour. Toi, tu travailles sur les questions de rupture, sur l'intelligence artificielle, mais pas seulement, rupture de société, rupture d'entreprise aussi. La première question qui me vient, et je pense que c'est une question qu'on se pose un peu tous et toutes, c'est... Bon, on sait qu'on va pas pouvoir continuer à vivre comme on vit aujourd'hui, ça, je pense que c'est relatif, enfin en tout cas dans les pays occidentaux, ça me semble assez clair et net, on en est tous conscients, on fait pas grand-chose, mais on en est tous plus ou moins conscients. Est-ce que, pour toi, la rupture est une phase indispensable? C'est-à-dire qu'en fait, on va être obligé de passer par une rupture qui... Dans le mot rupture, il y a une notion de violence quand même. C'est pas une transition, quoi. Ouais, très clairement. Moi, c'est un petit peu ce que je défends, qui est que face à l'urgence et à la complexité des défis qui nous font face, innover, changer de manière linéaire, incrémentale, un peu les fameux petits pas, est absolument inefficace et qu'il y a une question de rupture, même de radicalité, je pense, qui est importante. C'est-à-dire essayer de revenir à la source des problèmes, d'avoir une approche en rupture, qu'elle soit dans le monde réel et aussi dans notre état d'esprit. Être capable de reboot un petit peu notre propre état d'esprit pour faire face à ces défis dans l'urgence qui est la nôtre, en fait. Et alors, du coup, toi, par exemple, t'accompagnes l'agence spatiale. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'agence spatiale d'être en rupture par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui? C'est plus du tout aller dans l'espace ou... Ouais, c'est intéressant. En fait, avec ma société du coup Anima, on accompagne notamment donc le CNES, qui est l'agence spatiale française, pour réfléchir à l'horizon 2040, en se disant finalement comment l'industrie spatiale peut répondre aux grands défis de l'époque, notamment à partir de la matrice des grands défis de l'ONU, des 17 objectifs de développement durable. Comment par-delà l'exploration spatiale, finalement leur savoir-faire, leur expertise peut participer de transformation radicale sur Terre aussi. Ouais. Donc ils avaient un peu le slogan de la Terre pour l'espace et presque la question qu'on se pose, c'est comment l'espace peut aussi aider la Terre en rupture. On le voit aujourd'hui avec des applications très concrètes, qui est par exemple avec du traitement d'analyse d'images satellites avec un système de computer vision assez simple qui permet d'identifier des zones de déforestation, d'identifier des zones d'inondation pour mieux agir. Et la question qu'on se pose ensemble avec le CNES, c'est comment est-ce que ces technologies peuvent nous permettre de passer de l'observation climatique à l'action pour le climat. Et donc, forcément, ça demande de changer radicalement de manière de travailler, de méthode, et on les accompagne notamment sur cette question actuellement. Parce que du coup, ils explorent la Terre à travers l'univers, et plus on explore l'univers depuis la Terre, c'est ça en fait. Enfin, c'est vraiment une question de point de vue, quoi. Exactement, c'est une question de retournement de point de vue qui est hyper intéressant parce que, surtout pour l'espace, pour nous, c'était un sujet fascinant à démarrer avec eux, à initier depuis quelques mois, parce que depuis l'espace, tu sais, il y a cette expression que j'adore de Frank White qui dit en fait, tous les astronautes sont frappés de ce qu'on appelle l'overview effect, de cette capacité à prendre de la distance sur la Terre et à voir sa fragilité, le pale blue dot, ce point bleu suspendu dans l'univers de Carl Sagan et des autres, et de se rendre compte que du coup, depuis l'espace, on peut relativiser notre position et prendre la mesure de la fragilité de notre écosystème quand on ne voit même plus en réalité la très fine couche d'atmosphère qui nous maintient en vie. Et pour nous, c'était très important du coup de parvenir à réfléchir ensemble avec cette industrie qui fait rêver, mais qui fait rêver pour partir, pour l'exploration, et au contraire essayer de voir avec eux comment, dans l'urgence actuelle, ils avaient une capacité d'action au niveau méta qui était très intéressante, notamment dans les défis du climat, évidemment. Mais alors comment on fait
dans une société où tout le monde n'est pas heureux, hein, mais où le mode de vie quand même, en tout cas occidental, capitaliste, où on te dit que le bonheur c'est de posséder, etc. Bon, c'est un peu remis en question en ce moment, mais enfin bon, quand même on le remet en question, mais pas trop dans les faits. Et puis on voit bien comment les entreprises, tu vois, on centrait tout sur le capital en réalité, qui est un des 3 éléments entre le travail, la terre et le capital. L'économie, pardon. Du coup, comment on emmène, que ce soit une société, ou de manière plus large un peuple, ou de manière plus large, donc ça pourrait être une communauté, un peuple, et puis les humains, l'humanité, dans une rupture. Parce qu'en fait, j'ai la sensation que il y a certaines personnes qui sont plus ou moins prêtes à être en rupture. Moi, je suis pas sûr d'être prêt à être en rupture. Mais il y en a d'autres qui sont même en train d'essayer de rejoindre la manière dont on vit aujourd'hui, donc ils sont pas du tout dans la rupture pour le coup. Bien sûr. Ouais, c'est un défi qui est gigantesque et j'essaye là-dessus de pas être trop naïf à me dire on va être capable du jour au lendemain à 7 milliards de reboot notre fameuse conscience planétaire et se rendre compte qu'on peut tous vivre comme des sœurs et frères et partager ce que l'on a. Je pense en fait que ce changement de mentalité, si on devait l'opérer de cette manière, serait tellement lent que face encore une fois à l'urgence et aux échéances qui s'accélèrent en fait et qui se rapprochent, c'est assez inopérant. Je pense qu'il y a 2 niveaux pour moi dans cette question. La première, c'est que tu parlais tout à l'heure d'accumulation là, de dire en fait, au final, c'est assez confortable finalement cette accumulation du capital, du surtout quand on vit dans un pays occidental. Hein, ouais, c'est clair. C'est clair. Et que beaucoup de pays à travers le monde sont justifiés à vouloir connaître ces phases de développement et on aurait du mal à leur reprocher le rythme de vie que l'on a eu pendant un siècle. Oui. Donc ça, je peux pas être plus d'accord. Je pense qu'il y a un shift pourtant qui est intéressant, qui est d'observer. Alors pour moi, c'est plus des signaux faibles. Le fait que l'accumulation peut passer de l'avoir à l'être. Il y avait un bouquin génial de Fromm il y a quelques années qui disait être ou avoir ce dont dépendra l'avenir de l'homme, et que finalement la société capitaliste néolibérale aurait insisté sur l'avoir comme moteur de consommation et production, etc. Mais qu'en réalité on voit aujourd'hui émerger dans la jeunesse principalement des questions de conscience, de supplément d'âme qui visent à penser que au-delà de l'accumulation capitalistique et physique, plutôt que de chercher à l'envers la décroissance, revenir en arrière, il y a une voie qui consisterait à chercher à augmenter son être. Alors, c'est exploratoire. Qu'est-ce que c'est que augmenter son être ? Parce que moi, j'ai lu aussi pas mal qu'en fait, finalement, dans un bouquin qui s'appelle Tribes, donc les tribus, que finalement, l'homme, ça le dérange pas trop de souffrir. L'important, c'est d'avoir du sens. Et comment tu fais pour avoir du sens ? Les gens cherchent du sens, tu sais, beaucoup, on fait de la méditation, machin. Et ben en fait, il faut vivre en communauté. Et c'est ce qu'on a complètement perdu, parce qu'évidemment, on vit plus du tout en communauté. Et que la communauté te donne du sens par essence, en réalité, parce que tu as du sens les uns par rapport aux autres. Et là, on est dans des tailles qui sont tellement grandes qu'elles te rendent extrêmement seul. Ça a été prouvé 1000 fois que plus grande est la ville, plus tu te sens seul. Du coup, c'est peut-être ça qu'on a perdu, non ? Enfin, je sais pas. Ouais, je suis d'accord, c'est clair, c'est un petit peu le paradoxe de notre époque des réseaux sociaux, des communautés gigantesques où tout le monde se retrouve avec 5000 copains sur Facebook sans bien les connaître et clairement qui finalement finissent plus par isoler qu'autre chose quand on a manqué de ce contact, etc. Moi, il y a un domaine en économie qui m'intéresse beaucoup par rapport à ce que tu dis. Alors c'est pas l'émergence, ça existe depuis longtemps, mais la réémergence, disons, de ce qu'on appelle l'économie des communs, justement. Tu parlais de la communauté. Tu sais, les communs, c'est des ressources qu'on choisit dans une communauté de gérer, de partager, de gouverner ensemble, quoi. Donc ça peut être la couette dans un couple ou ça peut être de l'open source pour une communauté, quoi, qui ne veut pas dire la gratuité, mais qui veut dire donner accès et créer les règles de partage de ces éléments. Et en fait, c'est intéressant parce que l'économie des communs, elle devient nécessaire, c'est-à-dire c'est plus un luxe à l'ère de la raréfaction des ressources, à l'ère de l'urgence, encore une fois, climatique. On se pose la question des nouveaux systèmes d'échange qui permettent de créer des synergies pour ne pas avoir à démultiplier et vivre de manière absolument irrationnelle dans un monde fini. Et je pense que ça peut être finalement un moteur. C'est pour ça que je crois encore beaucoup à l'échange comme liant, comme capacité à générer de la communauté aussi, autour de projets finalement, quoi. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Mais alors, quand tu dis se centrer sur l'être, hein, c'est hyper beau philosophiquement, mais concrètement, ça veut dire que si tu te centres plus sur l'avoir, alors bien sûr que, tu vois, il y a un niveau au-delà duquel
ça rend personne heureux. Je veux dire, à partir du moment où tu arrives à nourrir ta famille et que tu es logé, a priori, tout ce qui est au-dessus, finalement, c'est un peu superfétatoire. Mais comment tu fais cette transition? Enfin, c'est même, du coup, c'est pas une transition, c'est une rupture. Comment tu fais cette rupture? Enfin, comment l'état d'esprit peut changer de manière aussi forte chez les individus? Comment tu fais Ouais. Alors, c'est par petite communauté, justement? Comment ça fonctionne? Ouais, je pense pour ce besoin, effectivement, qui serait d'essayer de se rapprocher d'une conscience planétaire, ou en tout cas d'ouvrir sa conscience par-delà... Mais même au niveau français, enfin, je veux dire, sans aller jusqu'au planétaire. Mais... Non, c'est clair. Bah, tu vois, tout à l'heure, c'est marrant, on parlait de l'overview effect, qui est certainement une position hyper radicale. Tu te rappelles, quand on a eu la première image de la Terre depuis l'espace, il y a eu ce choc écologique, en fait, qui est apparu, parce qu'on s'est rendu compte de la fragilité. Je pense d'ailleurs, sans être le plus grand des technophiles, qu'un certain nombre de technologies peuvent aider en fait à augmenter cet épanouissement de la conscience. Je pense notamment à la réalité virtuelle et ce qu'on appelle l'effet proté. Tu sais, on dit que la réalité virtuelle, quand tu passes par l'expérience et le vécu d'une autre personne par un clip d'une dizaine de minutes immersif, tu peux en ressentir encore les effets après avoir enlevé le casque. Moi, j'ai une amie formidable, Alexandra Ivanovic, qui a monté un studio non-profit qui s'appelle Equality Lab. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils développent des productions de réalité virtuelle pour te permettre de ressentir ce que d'autres ressentent et augmenter ton empathie. Il y a un des cas complètement dingue qu'elle a travaillé, c'est qu'elle bosse avec la Police Foundation aux États-Unis pour lutter contre le racisme et faire vivre la vie de victimes de certains policiers racistes par ces mêmes policiers pour leur permettre concrètement de stopper leurs actions, etc. Et elle travaille beaucoup sur cette question de l'effet proté que je trouve intéressant. Bon, c'est un cas qu'on peut trouver même gadget parce que c'est de la technologie qui ne résout pas tout. C'est la vie de certaines personnes en vie. Bien sûr, non, pour la réalité virtuelle, pardon. Je sais pas, gadget pour la réalité virtuelle, évidemment, pardon. Mais c'est un cas, je trouve, qui est très intéressant, qui montre aussi comment on peut détourner une technologie qui serait qu'une technologie de divertissement à des fins plus, sinon spirituelles, en tout cas d'impact. Ouais. Et alors, du coup, toi, tu bosses aussi avec l'ONU. Ouais. À travers la technologie. Ouais. Comment l'ONU... Alors, il y a plusieurs questions. Est-ce que l'ONU arrive encore à avoir un rôle, le rôle qui était dédié quand ça a été créé en 1945, c'est-à-dire, est-ce qu'ils arrivent encore à avoir ce rôle de cohésion globale? Je sais pas l'association, mais je te pose la question quand même. Et ensuite, comment eux, ils envisagent cette rupture et comment l'IA, donc l'intelligence artificielle, peut aider? Ouais, alors en un mot, en fait, effectivement, ça fait 3 ans, nous, qu'on contribue et qu'on a contribué même à la création de la commission AI for Good, donc la commission d'intelligence artificielle de l'ONU, qui réunit chaque année 40 agences. Cette année, on était plus de 3500 à Genève, et qui réunit des centaines de laboratoires de recherche, plus de 120 pays, pour réfléchir à la manière dont l'intelligence artificielle pourrait accélérer la résolution des 17 grands objectifs de l'ONU à l'horizon 2030, les ODD, les objectifs de développement durable. Ce qui est intéressant, c'est que donc c'est mon associé Amir Bani Fatemi qui a initié cette commission, et la demande originelle émanant de l'ONU était de réfléchir à un moment où l'intelligence artificielle occupait tous les esprits déjà en 2016, à la façon dont l'ONU pourrait avoir une prise de position particulière. On se rendait compte que finalement les grandes organisations privées avaient une voix prédominante et commençaient à en faire et l'économie et la technologie et l'éthique avec des principes comme partnership en AI, etc. Ils ont dit stop, et si l'ONU permettait d'avoir une plateforme de discussion neutre et indépendante sur les questions de l'intelligence artificielle, pas comme un objet stricto sensu technique, mais son impact sur la société. D'où la démarche qui était de réfléchir à l'IA et le bien commun. Moi, la raison pour laquelle on s'y engage autant, ça occupe un bon quart de mon année de travailler sur ces questions avec mon équipe et de voir chaque année comment on peut aborder 4 nouvelles thématiques dans les objectifs par l'IA, ce que je trouve assez extraordinaire. La réussite, en tout cas, je trouve, de ces initiatives, ça, j'en suis assez convaincu, c'est que le 17e objectif des objectifs de développement durable s'appelle collaboration. C'est question du partnership for the goals. Donc déjà, comment on fait pour travailler ensemble? Et tout le monde dit il faut collaborer, il faut faire de la synergie, etc. Trouver un lieu où concrètement les gens s'accordent sur les objectifs, s'accordent pour dire que évidemment il faut améliorer l'éducation dans le monde, évidemment il faut lutter pour le climat. Et permettre la connexion de laboratoires, d'institutions publiques, politiques, privées, pour créer des projets ensemble. C'est la première fois que j'ai vécu cette capacité pour des projets qui ont émergé, que je trouve assez extraordinaires, notamment d'ailleurs des cas sur l'industrie spatiale
qu'on a initiés là-bas, en fait, que j'évoquais tout à l'heure. D'accord. Mais alors, du coup, je suis pas sûr que tu as répondu à ma question sur la rupture. Comment t'emmènes des peuples et des entreprises qui est majeure aujourd'hui par rapport aux États et par rapport aux organisations comme l'ONU, comment tu les emmènes en rupture, ces gens-là? Parce qu'en fait, ils ont quand même, tu vois, ils disent tous, oui, mais tu comprends, j'ai des actionnaires, enfin, tu vois, c'est trop compliqué. Comment tu crées cette rupture, en fait? Ouais, c'est intéressant. Alors, moi, avec mon équipe, par exemple, on a des sortes d'approches de méthodes qui sont imparfaites, mais qui permettent parfois de créer ce déclic, notamment quand on travaille avec des COMEX de grandes organisations. On démarre toujours par une méthodologie qu'on appelle le pré-mortem. On leur explique comment ils vont mourir. Comment ils vont faire faillite pour une organisation, comment ils vont être démantelés, comment est-ce qu'ils peuvent tout simplement participer de la fin du monde eux-mêmes, quoi. Et en fait, cette méthode, elle est très simple. Elle consiste à se projeter en 2030, 2040, peu importe, et imaginer leur fin. Et après, on cherche à comprendre quels chocs endogènes et exogènes ont provoqué cette chute. Et rendre sensible, visible presque, tu vois, avec un travail de design un peu sur tout ça, éditer un journal de 2030 qui raconte la faillite de ce groupe, peut provoquer une réaction de rupture, de se dire, mais attendez, en fait, c'est un chemin sur lequel, cette chute, c'est un chemin sur lequel on est engagé depuis en réalité bien longtemps. C'est pas seulement un chemin qui arrive demain. Et je pense que faire ressentir, rendre sensible en tout cas, ces risques de manière massive, c'est très essentiel pour l'organisation de la société petit s et grand S, de savoir comment est-ce qu'elles peuvent contribuer elles-mêmes à éviter la chute de notre civilisation. Alors c'est marrant parce que moi j'ai la sensation que les collapsologues, pour la société, donc tous les gens qui disent de toute façon on va tous crever, c'est trop tard, ça marche pas très bien. Moi j'ai la sensation que si tu me dis la manière dont tu vis aujourd'hui c'est pas tenable, et de toute façon en vrai c'est trop tard pour changer, on va tous crever, bah moi j'ai envie de te dire, dans ce cas-là je vais continuer à vivre comme je vis, quoi. Je vais me faire chier. Enfin non, mais je veux dire, si de toute façon c'est mourir pour mourir, autant le faire dans les grandes largesses, quoi. T'as raison. Et alors c'est pour ça que je précisais pas, t'as totalement raison, c'est que dans cette idée du pré-mortem, il y a bien l'idée de dire, bon, on va imaginer la mort, faire une autopsie au futur pour l'empêcher d'arriver. Et du coup, ce que j'évoquais avec les zones de choc, de nœuds endogènes, exogènes, tu vois comment les anticiper, presque pour les contrecarrer ou en faire des forces. Concrètement, ne pas prendre au sérieux aujourd'hui le défi climatique mènera à la mort de l'organisation et de la société peut-être dans son ensemble. En revanche, être capable de saisir qu'il y a à tel endroit une opportunité qu'ils n'ont pas saisie dans le futur pour la faire réaliser aujourd'hui, ça me paraît essentiel. Imaginons une entreprise qui ait la capacité d'accélérer l'économie circulaire et permettre du même coup d'aligner son modèle économique et un impact social. Si elle ne le faisait pas, elle rentrerait dans son mortem tout court. Et en rétrospective, de 2030 à 2019, elle pourrait se dire, finalement, comment j'agis. Donc il y a un peu les deux. Mais tu crois pas que, par définition, elles seront forcément obligées d'être en décroissance? Tu vois, moi je prends souvent l'exemple de Danone, parce que Danone ils font des tonnes de trucs géniaux, et en même temps boire de l'évian au Japon ou en Amérique latine, c'est-à-dire boire de l'eau dans des bouteilles. Bon, il y a le problème de la bouteille, mais il y a surtout le problème du transport de cette bouteille, alors qu'en fait ils ont de l'eau là-bas. Enfin, ils n'ont pas besoin qu'on leur transporte des bouteilles de France pleines de minéraux, qui sont sans doute trop de minéraux d'ailleurs pour le corps humain, mais enfin, à moins d'avoir une maladie particulière. Tu vois, je trouve ça génial qu'Evian ça soit une marque globale, hein. Enfin bon, il n'y a pas que l'eau chez Danone, mais bon, enfin concrètement on a un souci. Enfin je veux dire, et en fait ça remet, enfin c'est plus complexe que juste on va arrêter les bouteilles d'eau, ou on va je sais pas, utiliser du plastique recyclable. Enfin tu vois, parce que c'est pas que ça le problème il est beaucoup plus complexe, complexe. Il est pas si compliqué que ça, mais en réalité bon. Non, alors je te rejoins totalement. Moi là où je fais une distinction entre une forme de volonté d'une décroissance globale et des nécessités de décroissance partielle, c'est-à-dire que par endroit il est bon de réfléchir à réduire à zéro la disponibilité du plastique jetable, etc. Enfin c'est des évidences, quoi, auxquelles on aurait du mal à réfléchir autrement. En revanche, le Clue Train, une sorte de nouveau Clue Train manifeste. Il y a de ça, grave. Et pour moi, l'autre défi, c'est de se dire, en réalité, des réserves de croissance. Alors après, il faut s'entendre sur le mot de croissance, mais des réserves de création de valeur, disons même, par résolution de problèmes, il y en a des paquets. Quand on regarde justement les 17 objectifs à 2030 de l'ONU, qui sont en réalité des grands défis qu'un certain nombre d'industries peuvent prendre en main, peuvent aider à réfléchir et à accomplir, il y a, à mon sens, un alignement qui peut être fait entre la résolution de grands défis et une croissance, qui n'est pas forcément une croissance économique telle qu'on la mesure aujourd'hui, une croissance économique et financière, etc., qui doit s'aligner sur des objectifs et des impacts sociétaux, qui doit s'aligner sur le bonheur dont tu parlais tout à l'heure. Tu sais, il y avait les études sur le bonheur intérieur brut à un moment dont on n'entend plus parler, d'il y a 10 ans, qui étaient poussées par Stiglitz, là, sur la commission de Sarkozy et tout ça, qui fait que
moi, je fais attention dans ma radicalité, pour le coup, à pas dire attention, la croissance économique nous a mené là, il faut tout arrêter et revenir en arrière. Je pense qu'il faut mesurer ce qui nous a, dans cette croissance, mené là et l'arrêter net, et être capable de se demander comment les outils qu'on a déployés, qui nous ont permis de nous développer ces derniers siècles, peuvent peut-être faire partie de la solution. Ils ne seront pas les seuls, c'est sûr, mais il n'y a pas tout à jeter non plus, c'est ma conviction. Non, bien sûr. En fait, dans la technologie, il y a énormément de choses qui sont géniales. Bien sûr. Par exemple, la longévité, il y a pas mal de trucs, même si... Bon, enfin bref. Mais on va pas entrer dans un débat sur la longévité. Voilà, c'est ça. Mais toi, ce que tu observes, c'est que les entreprises sont prêtes à être en rupture et prêtes à tenir des discours à leurs actionnaires où ils vont, par définition... C'est intéressant. Moi, j'aime bien différencier les natures de rupture presque en deux niveaux pour les organisations. Pour moi, c'est ou aborder un des grands défis de l'époque à partir de leur actif, de leur capacité à agir et de se dire on va être en rupture parce qu'on va permettre de résoudre tel sujet qui est peut-être extérieur à notre économie pour l'instant, ou alors être en rupture parce qu'ils vont chercher à explorer des nouvelles frontières, beaucoup plus loin que s'ils auraient été capables de faire presque inventer de nouvelles réalités plutôt que de résoudre des trucs du présent, quoi. Et en réalité, il y a forcément un discours économique à porter autour de ces notions pour être tout simplement validé. Nous, on a la chance dans mon organisation de travailler avec les COMEX, les présidents d'organisation, tout ça pour essayer de partir au niveau stratégique des projets, sans quoi on risquerait d'être dans des effets d'annonce, dans des politiques d'engagement sociétaux qui sont plutôt du washing, etc. Donc la démarche, je crois, et d'essayer de bien montrer comment on peut aligner, encore une fois, la mission de l'entreprise et la mission d'impact nécessaire de notre époque. L'entreprise à mission, par ailleurs, permise par la loi Pacte, etc., qui vient de passer, est une formidable opportunité là-dessus. Je pense à la Maïf qui s'est engagée sur ces questions à plein et qui radicalise en position engagée qu'ils avaient déjà. Et je pense que c'est un modèle qui peut tout à fait percoler. Mais est-ce qu'ils le font parce que moi, je crois beaucoup à l'impact des entreprises, mais souvent les gens me disent en vrai, Greg, les entreprises, elles suivent la demande, elles le font pas par de gaieté de cœur, elles le font parce qu'il y a elles sont forcées économiquement parce qu'elles se rendent compte que les urbains, CSP+, ceux qui ont de l'argent, voire même de manière plus large les consommateurs ne veulent plus de ces trucs-là. Donc en fait, elles changent à la marge, à la vitesse de la société finalement. C'est pas elles qui dirigent la société, c'est elles qui suivent la société un peu pas de gaieté de cœur, quoi, en réalité. Ouais, je suis d'accord. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. À mon avis, il y a deux manière de le voir positivement, ça, c'est que si les entreprises, effectivement, comme tu le dis, écoutent principalement la demande mondiale, française, etc., pour notre pays, il y a fort à parier que le soulèvement un peu qu'on remarque aujourd'hui pour les questions des grands défis, en particulier du climat, crée une demande particulière de services éthiques, d'économie circulaire, des communs dont on parlait. Et ça, j'y crois beaucoup. Et il y a un autre aspect auquel je crois aussi beaucoup, c'est qu'au sein des organisations, et j'ai la chance de rencontrer un certain nombre de ces patrons, il y a parfois la volonté farouche, individuelle presque, de mener une rupture depuis l'offre. C'est l'expérience que j'ai moi aussi. De se dire presque, c'était la phrase de Ford qui était assez belle, qui était de dire, en fait, si j'écoutais mes clients, j'aurais jamais inventé la voiture. J'aurais créé une calèche à 10 chevaux. Aujourd'hui, je pense qu'il y a besoin quand même dans cette fameuse radicalité, puisqu'on n'a pas le temps d'attendre que toute la France se soulève pour avoir toutes les offres qu'on veut dans les supermarchés et d'ailleurs peut-être arrêter la manière dont ils sont produits, etc. Je pense qu'on peut compter aussi sur la puissance entrepreneuriale, la volonté de transformation de certaines personnalités et de certaines directions. J'y crois beaucoup. Toi, t'y crois ? Ouais. Moi aussi j'y crois, mais en fait il y a plein de gens qui y croient pas. Donc non, parce qu'en particulier quand tu rencontres des gens qui sont très engagés dans la lutte écolo depuis très longtemps, eux te disent les entreprises il faut tous les jeter à la poubelle parce que sinon c'est tous des connards, quoi. Enfin en gros c'est quand même le discours ambiant. Et d'ailleurs ces grandes entreprises ont de plus en plus de mal à recruter parce que les consommateurs, les personnes des grandes écoles ou tu vois diplômés machin, ils ont plus trop envie de donner leur temps de cerveau disponible à ces entreprises là, quoi. T'as raison. Ce qui devient d'ailleurs un troisième argument. Alors effectivement un argument de plus pour leur permettre une transformation radicale, de ne plus être capable de subvenir à leurs besoins, à leur emploi, et forcément aussi un besoin important. Encore une fois, j'aurais du mal pour le coup à avoir une vision absolument radicale, c'est-à-dire à choisir l'un point ou l'autre. Malheureusement, là-dessus, je pense qu'il y a de très bons exemples qui mènent à penser que la puissance d'action
d'une entreprise sur un territoire. Aujourd'hui, on a la chance d'accompagner le groupe La Poste et on travaille avec Philippe Val sur la réflexion du futur de cette organisation. Quand on voit que c'est le deuxième ou premier employeur sur le territoire, qu'il y a un maillage de 17 000 bureaux, de postes, de points qui du coup sont des acteurs incroyables pour réfléchir face à la fracture territoriale, numérique que connaît notre pays aujourd'hui, il y a évidemment une action incroyable que peut mener ce type d'organisation lorsqu'elles sont portées notamment par la vision de personnalités comme celle de Philippe Val. Donc je suis assez convaincu du fait que ces modèles existent. Par contre, évidemment, il faut presque en faire la preuve aussi du succès économique, je pense, pour que ça puisse... mais après, du coup, on revient à la question de tout à l'heure qui était c'est quoi un succès économique? Parce que si le succès économique, c'est de faire de plus en plus de profits... Bien sûr, on est d'accord. C'est sûr que ça va pas aller dans le bon sens. Enfin, très clairement. Ça peut pas le faire. C'est pour ça, moi je m'intéresse beaucoup dans un cours que je donne à HEC pour le coup, donc vraiment sur des questions de business, d'économie, à la manière dont on peut repenser les modes de calcul économique de la performance. Par exemple, il y a le ROI comme Return on Investment, nous on parle de ROI comme Return on Impact, et on essaye de mesurer et d'accompagner des fonds dans la manière dont on mesure l'impact sociétal. Et ce signal devient pas un label, mais en tout cas un vrai élément qui peut être identifié par ceux qui vont donner leurs fonds à ces fonds d'investissement. Donc je crois beaucoup à la manière dont parle l'économie, qui offre quand même un certain nombre d'outils, de techniques utiles pour répartir les ressources, qui est quand même le fondement de la science économique. On peut, en modifiant les calculs, en fait, permettre d'intégrer ces éléments, ces externalités positives et négatives. Et alors, au niveau des individus, est-ce que cette rupture, elle doit forcément être vécue comme une rupture ou est-ce qu'elle doit être vécue comme... Moi, je prends souvent l'exemple de fumer à l'intérieur, tu vois, qui était ou fumer dans les avions, tu vois, quand on était jeune. Je suppose que tu as connu ça aussi, ou dans le train quand j'étais étudiant et que je prenais le truc fumeur parce que j'avais pas l'argent. Enfin bref, peu importe. Et c'était horrible. Et en fait, aujourd'hui, à l'époque, tu sais, quand ils ont interdit ça nous semblait voir fumer dans la voiture avec les gosses, tu sais, ça nous semblait être une atteinte, enfin pour les gens qui fumaient en tout cas, une atteinte à leur liberté. Et aujourd'hui, ça nous semble complètement saugrenu en fait de vivre de fumer à l'intérieur, même si tu peux le retrouver par exemple en Israël ou dans d'autres pays. Est-ce que la manière dont on vit aujourd'hui, elle va pas nous sembler complètement arriérée dans 10-15 ans? Et donc ça sera pas forcément vécu comme une rupture dans le sens, encore une fois, quelque chose de négatif. Enfin, il y a quand même un truc un peu négatif dans la rupture. Ou est-ce que, à l'inverse, ça va être vécu comme... bah non, mais c'est vachement mieux maintenant, en fait. Ouais, c'est intéressant. Dans les modes de vie, je veux dire. Ouais, t'as raison. C'est vrai que le point de vue un peu rétrospectif, genre se mettre dans le futur et se dire comment on va se regarder aujourd'hui, forcément nous impose de voir un peu des absurdités aussi, des comportements qu'on a aujourd'hui. Il y en a un paquet, ouais, c'est clair. C'est clair. Alors tu dis, alors à mon sens, il est certain, tu parlais du cas de la cigarette à l'intérieur, etc., qui maintenant paraît normal, banal, et qui a pu choquer sur le moment, en fait, ce moment de radicalité, de rupture, à dire stop. Je pense que c'est quelque chose qu'on va connaître à plein de niveaux, parce qu'on risque d'être forcé. Avec les pailles en plastique, mais oui, tout à fait. Oui, vous aviez des pailles en plastique, papa. C'est de la merde, des pailles en plastique, on est d'accord, mais les bouteilles d'eau, mais ça peut être plein de choses, en fait. Il y a tellement de trucs. C'est clair. Et c'est pour ça, tu évoquais tout à l'heure le point, là, tu disais... dans la rupture, il y a quelque chose d'assez négatif. Moi, je préfère parler de radicalité en règle générale, dans le sens un peu de l'étymologie de radicalité, de chercher à la racine, en fait, les choses, c'est-à-dire aller à la cause des problèmes. C'est-à-dire ne pas les traiter à la surface, mais essayer de comprendre justement comment on peut en revenir à la base, quoi, aux origines des sujets. Et là, je pense, on peut en avoir une vision qui est positive. Et il y a d'ailleurs énormément d'expressions, même artistiques, autour du design radical, de l'architecture radicale, qui sont des formes de création extrêmement fertiles et qui n'ont rien de négatif. Et je pense que s'engager dans cette dynamique-là, de radicalité, de chercher la source des sujets, d'essayer de rester dans la substantifique moelle du nécessaire, est quelque chose de très important. Et c'est marrant quand je parlais des entreprises, enfin moi quand j'accompagne des marques dans le digital, il y a encore quelques années, je disais raconter ça, on parle du ROI et moi je parlais du RONI, du risque de non investir. Et je pense que quelque part pour les individus et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de rien faire, en fait j'ai la sensation qu'aujourd'hui que ce soit au niveau des individus mais aussi des entreprises et bien sûr de l'État, t'as deux postures. Soit tu décides de continuer ta vie comme tu la vis aujourd'hui parce que tu dis de toute façon moi les petits pas je peux les faire mais bon tu vois je trie mes déchets, je mange plus bio mais c'est quand même plutôt pour moi, etc. Bon je fais pas grand chose. De l'autre côté tu peux aussi agir. Bon alors tu peux être un grand connard et rouler en 4x4 hein, c'est pas, pardon pour ceux qui roulent en 4x4 mais pour moi il y a un risque de non investir, c'est-à-dire que si tu ne t'investis pas,
En fait, tu vois, il y a quand même ce truc de finalement, tu as un impact négatif de pas faire quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas neutre de ne rien faire. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est justement, ça rejoint presque les questions de conscience qu'on avait tout à l'heure. C'est comment mesurer qu'il ne s'agit pas seulement de ne pas faire, mais qu'il s'agit de s'engager d'une manière ou d'une autre. Et on discutait aussi tout à l'heure, avant de se retrouver ici, d'un truc que j'aime beaucoup. Tu disais en même temps, il faut aussi assumer des contradictions internes. Cette radicalité veut pas dire que du jour au lendemain, on va devenir des super-héros, on va tous être super positifs, super parfaits. J'y crois pas, moi j'en suis pas. Par exemple, les questions sur lesquelles je m'engage aujourd'hui, je suis nouveau, moi, sur ces questions-là. Je les découvre au fur et à mesure et je me rends compte qu'il y a parfois un décalage entre ce que je produis, moi, comme imaginaire, volonté, projet avec mon entreprise. De temps en temps, je me retrouve, moi, individu, décalé par rapport à ça et je m'en veux parce que j'ai oublié de trier pendant 2 jours. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Et en même temps, il faut l'accepter. Il y a une forme il faut pouvoir le dépasser pour pas rester non plus paralysé dans une situation où on chercherait à être derrière chaque fait et geste absolument parfait. Donc, je pense qu'il y a autour de ça, j'aimais beaucoup quand tu parlais d'accepter ces contradictions. Quelque chose qu'il faut explorer, c'est éviter de vendre de l'utopie dans tous les sens, parce que c'est aussi très déprimant dans une certaine mesure, quoi. Et ce podcast donc s'appelle Vlan. Donc j'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Et où claquer la porte? Tu peux soit ouvrir, soit claquer et ouvrir. Ouvrir. J'adorerais ouvrir la porte à une question qu'on a un peu effleurée là, sur la question des nouveaux imaginaires. De se dire que finalement, une des manières les plus efficaces de transformer radicalement notre état d'esprit pour faire face aux grands défis, c'est sans doute pas la technologie, c'est peut-être même pas l'intelligence, c'est peut-être l'imagination. Et je pense qu'il y a un défi autour de recharger ces imaginaires, de chercher même à agir avec plus de créativité dans le monde, qui est important. Et j'aimerais beaucoup ouvrir la porte, du coup, qui est une porte éternellement ouverte, à multiplier ces imaginaires. Je pense notamment à des belles initiatives comme celle de Daniel Kaplan et son Université de la pluralité, qui associe énormément d'auteurs de science-fiction de plein de continents différents, qui du coup multiplient les idées, qui sont pas que californiennes, du coup, sur le futur de la technologie, etc. Et voilà, c'est une porte que j'adorerais ouvrir. Ouais. Cool. Vlan. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.